Bonjour à tous et bienvenue salle 104. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur la création et l'installation de la Troisième République en France entre 1870 et 1914. Aujourd'hui, pour la très grande majorité d'entre nous, l'idée d'une France républicaine est inscrite dans notre mentalité. La situation est loin d'être similaire au XIXe siècle où la France peine à stabiliser son système politique. Après la période révolutionnaire et impériale, le pays a connu la restauration de la monarchie de 1815 à 1848, une courte période républicaine de 1848 à 1851 et la mise en place du Second Empire de 1852 à 1870, le tout entrecoupé d'événements révolutionnaires en 1830 et 1848. De fait, l'ancrage du régime républicain dans la population française est l'un des héritages forts de la Troisième République. Elle reste d'ailleurs la République la plus longue de notre histoire jusqu'à présent. Dans cette vidéo, nous allons donc nous interroger sur la manière dont le système républicain est parvenu à s'installer définitivement en France entre 1870 et 1914 avec l'avènement de la Troisième République. Dans une première partie, nous allons constater que les débuts de ce régime furent compliqués. La Troisième République naît dans le contexte de la guerre de 1870 entre la France du Second Empire d'un côté et la Prusse, accompagnée de la majorité des États allemands, de l'autre. En effet, le 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Le 4 septembre, les républicains français en profitent pour destituer l'empereur, proclamer la Troisième République et former un gouvernement provisoire de défense nationale afin de continuer le combat. En janvier 1871, la supériorité militaire prussienne et le siège qui frappe Paris pousse le gouvernement de la Défense nationale à négocier avec l'Allemagne nouvellement unifiée par la Prusse. Cette dernière accepte un armistice à condition que des élections soient organisées pour qu'elle puisse traiter avec un gouvernement légitime, c'est-à-dire véritablement choisi par les Français. Les résultats de ces élections donnent les monarchistes, partisans de la paix avec l'Allemagne, largement majoritaires avec 400 sièges sur 675. La paix est signée, la France perd l'Alsace et la Lorraine. En mars, la population parisienne, majoritairement acquise aux idées républicaines, refuse de rendre ses canons à un gouvernement monarchiste. La Commune de Paris, un mouvement révolutionnaire, s'installe et s'oppose avec vigueur au gouvernement monarchiste qui prend ses quartiers à Versailles. Celui-ci réprime violemment ceux que l'on appelle les communards lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai. La France semble prendre le chemin d'un retour à la monarchie, mais cela n'advint pas. D'abord, du fait des divisions entre les grands courants monarchistes qui ne parviennent pas à s'entendre sur la personne à placer sur le trône. Ensuite, lors des élections suivantes, les députés républicains profitent de cette division et ne cessent de progresser. Ils deviennent largement majoritaires aux élections législatives de 1876 et 1881. La République, longtemps associée à l'instabilité révolutionnaire ou à l'épisode de la Terreur, n'effraie plus les Français qui s'expriment en sa faveur lors des scrutins. Elle commence à s'enraciner. Justement, dans une seconde partie, nous allons essayer de comprendre les ressorts de cet enracinement. Globalement, on peut avancer que 4 grandes stratégies furent employées pour enraciner la République. D'abord, il s'agit de rendre la République visible au quotidien. Ainsi, pour affirmer sa filiation avec la Révolution de 1789, elle adopte des symboles hérités de cette période. La Marseillaise redevient l'hymne national en 1879, le 14 juillet est institué fête nationale en 1880 pour commémorer à la fois la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Marianne devient l'allégorie de la République, c'est-à-dire l'incarnation de l'idée de la République sous forme humaine. Le drapeau tricolore est réaffirmé, ainsi que la devise liberté, égalité, fraternité. Ces symboles s'affichent sur la monnaie, sur des statues, sur différents monuments, mais surtout sur l'hôtel de ville, la mairie, qui devient obligatoire dans chaque commune à partir de 1884. La population s'y rend pour les actes d'état civil, actes de naissance, de mariage, de décès, mais aussi pour les différentes élections. On y trouve parfois une école. L'école est d'ailleurs le second levier utilisé par la République pour s'ancrer dans la population. En 1881-82, les lois Ferry la rendent gratuite, obligatoire et laïque pour tous. Chaque Français accède alors à l'éducation entre 6 et 13 ans, quel que soit son milieu d'origine ou son sexe. L'enseignement religieux est supprimé. En classe, l'enseignement moral et civique occupe une place particulièrement importante. Ceux que l'on surnomme rapidement les hussards noirs de la République
c'est-à-dire les instituteurs, sont chargés de développer l'attachement à la République et plus globalement le patriotisme. Le service militaire est le troisième moyen employé par la République pour s'enraciner. Progressivement, à partir de 1872, l'obligation de servir sous les drapeaux s'étend. Cette évolution culmine en 1905, où une loi rend le service militaire obligatoire pour tous les Français pendant 2 ans. Ce dispositif devient une sorte de rite de passage durant lequel les jeunes Français deviennent des citoyens soldats au service de la République. Enfin, la République se présente en pourvoyeuse de libertés nouvelles pour les Français. De grandes lois, encore essentielles de nos jours, sont prises en ce sens. Par exemple, la loi de 1881 sur la liberté de presse, la loi Waldeck-Rousseau en 1884 sur les libertés syndicales, ou encore la loi dite de 1901 pour la liberté d'association. Cependant, dans une dernière partie, nous allons voir que durant cette phase d'enracinement, la Troisième République fut confrontée à différentes crises. Effectivement, à peine en place, la jeune République doit faire face à une succession de crises qui ébranlent ses fondements. Elle parvient cependant à les traverser et en ressort renforcée. Arrêtons-nous sur 2 événements notables. L'affaire Dreyfus est sans doute l'exemple le plus célèbre. En 1894, Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée française, est accusé de livrer des renseignements à l'Allemagne. Il clame son innocence, mais perd son poste dans l'armée et est condamné au bagne en Guyane. Ses détracteurs, les anti-Dreyfusards, s'appuient sur le fait qu'il soit juif pour en faire le traître absolu. En 1896, les preuves de la culpabilité d'un autre officier, le commandant Esterhazy, sont découvertes. L'armée refuse cependant d'ouvrir à nouveau le dossier et de reconnaître son erreur. L'opinion publique se déchire. Face aux anti-Dreyfusards, les soutiens à Dreyfus, ceux que l'on appelle les Dreyfusards, ne supportent pas que la valeur républicaine d'égalité soit ainsi bafouée. Parmi eux, en 1898, l'écrivain Émile Zola, dans son célèbre article « J'accuse », interpelle directement le président de la République en attaquant l'état-major des armées et en demandant la réouverture d'un procès. La même année, un officier reconnaît avoir falsifié le dossier. De nombreux chefs de l'armée doivent démissionner. Dreyfus est gracié en 1899, mais il faut attendre 1906 pour qu'il soit innocenté et réhabilité. Quoi qu'il en soit, les valeurs de la République finissent donc par s'imposer. La mise en place de la loi de séparation des églises et de l'État, en 1905, constitue une autre crise majeure. Cette loi est le fondement du principe de laïcité dans notre société. La République consacre la liberté religieuse pour ses citoyens et se positionne comme areligieuse. Cela signifie qu'elle ne défend aucune religion et n'en finance aucune. Les biens religieux restent la propriété de l'État qui les confie à des associations cultuelles. Pour cela, un inventaire des biens religieux est prévu. Mais pour une partie des Français, encore très attachés à la religion catholique, c'est une provocation. L'opération des inventaires leur apparaît comme une profanation. Des troubles importants éclatent dans les régions les plus pratiquantes, comme la Bretagne ou le Massif central. Les manifestants bloquent l'accès aux églises, la gendarmerie ou l'armée doivent parfois intervenir. Des affrontements ont lieu, un manifestant meurt dans le Nord. En 1906, alors que l'essentiel de l'inventaire est réalisé, la République joue l'apaisement. Georges Clemenceau, alors ministre de l'Intérieur, déclare « Nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. » Les tensions resteront fortes jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais le principe de laïcité s'installe progressivement et durablement. Voilà, cette vidéo sur cette période fondamentale de l'histoire de notre pays s'achève. J'espère avoir été assez clair sur ces enjeux et ces grands repères. Nous nous retrouverons très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.